Monsieur le ministre, nous connaissons tous cette gravure de l'Ancien Régime, cette caricature des trois ordres. Le paysan courbé, écrasé, portant sur son dos la noblesse en bottines et le clergé en habit de soie. Épuisé, le paysan s'exclame en légende « Il faut espérer que ce jeu-là finira bientôt ». Les choses ont-elles tant changé? Courbé, écrasé, le paysan l'est de nouveau. Mais c'est aujourd'hui l'industrie agroalimentaire, c'est aujourd'hui la grande distribution que le paysan porte sur ses épaules, avec, par-dessus, la main invisible des marchés mondialisés, invisible mais bien présente, bien pressante. Cette image des statistiques l'illustre. En 2016, la moitié des agriculteurs ont gagné moins de 354 € par mois. Le métier est gagné par la lassitude. En 20 ans, la moitié des exploitations ont disparu. Un découragement qui tourne souvent au drame. Un agriculteur en France se suicide tous les 3 jours. À l'inverse, qu'on ouvre le dernier classement du magazine Challenge. En 10 ans, Emmanuel Besnier, le PDG de Lactalis, a multiplié sa fortune par 3, qui s'élève aujourd'hui à 8 milliards d'euros. De même pour la famille Fievé, c'est-à-dire le fromager Bell, une fortune multipliée par 3, là aussi, en 10 ans. De même encore pour Roquette, le numéro 1 de l'amidon en Europe, par 3 en 10 ans. Sans oublier Jean-Paul Bigard, le champion du steak, plus 37% en une seule année. De ce côté-là, tout va bien, ni lassitude, ni découragement. Tout va mieux encore pour les rois des supermarchés, les Naouri de Casino, les Mulliers de Auchan, les Arnaud de Carrefour. Voilà qui nos paysans portent sur leurs épaules. Mais ce jeu-là finira-t-il bientôt? En ce moment, c'est dur, c'est très dur. On serre les fesses. Il faut encore que j'aille négocier avec ma banque. C'est Isabelle Marlot, une agricultrice de mon coin, qui me racontait ça. Elle est en GAEC avec son frère Pascal et sa fille Marion, 270 hectares sur toutes céréales et une soixantaine de vaches. L'année dernière, elle me raconte, avec la chute des cours, ça nous a fait 70 000 € en moins. Tout l'argent de côté, on l'a mangé en un an, à cause des prix trop bas, du blé et du lait. On travaille. En Bretagne, en Normandie, en Auvergne, chez les producteurs de lait, de porc, de céréales, de viande bovine, vous avez tous ici, j'en suis sûr, recueilli le même témoignage, et sans doute d'autres plus dramatiques. Parce que partout, la même cause produit les mêmes effets. La chute des cours conduit à la misère, d'où le branle-bas combat, d'où les états généraux de l'alimentation. Une parenthèse ici, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, sur les états généraux de l'alimentation, depuis l'été dernier, j'ai joué le jeu. Je me suis rendu à l'ouverture d'un grande pompe à Bercy, j'ai assisté à des tas d'auditions, des tables rondes, j'ai participé à la classe verte des parlementaires au marché de Rungis, j'ai même reçu en bon élève les félicitations du président de ma commission, et dans cette assemblée, il est rare que je reçoive des félicitations pour mon comportement. Nous avons été comme ça, des centaines, des milliers à travers le pays à jouer le jeu, débuter, bon, peu importe, on est payé pour, mais surtout des paysans, des syndicalistes agricoles, des cadres de l'agroalimentaire, des dirigeants de la distribution, des représentants de consommateurs, des défenseurs de l'environnement, des militants du bien-être animal, des centaines de personnes qui ont bloqué leur journée, parfois leur nuit, qui très concrètement sont montés à Paris, ont pris le train, ont dormi loin de leur famille, ont consacré du temps à ces EGA, alors que 1000 autres impératifs les appelaient dans leur ferme, dans leur association, dans leur entreprise. Pourquoi sont-elles venues? Parce qu'elles étaient mues, et moi avec, parce que nous étions mus par un espoir, par un double espoir. 1, assurer un revenu digne aux agriculteurs, et 2, transformer l'agriculture. Des centaines de personnes qui ont participé à des centaines de réunions, à 35 000 heures de discussion. 35 000 heures, c'est Olivier Alain, le co-animateur des EGA, qui a inventé ce chiffre. 35 000 heures. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour ça. La montagne de débats accouche à peine du sourire. Et le sentiment qu'on nous a pris pour des gogos du dialogue, de la concertation, du blabla. Parce que si c'était pour pondre ce machin, sans souffle, sans vision, sans ambition, ça servait à rien de déranger tout ce monde. Ça servait à rien d'agiter pendant 6 mois le banc et l'arrière-ban de nos campagnes. Ça servait à rien de proclamer des états généraux comme pour une révolution. On prenait 3 experts dans un ministère et entre 2 portes autour d'un bureau, ils rédigeaient ces mini-mesures et nous, on aurait haussé les épaules. Car ça n'est pas à la hauteur. Ça n'est pas à la hauteur d'une attente, ça n'est pas à la hauteur de l'urgence. Je le dis, je le répète, la cause du mal est connue. La chute des cours conduit à la misère. C'est simple, la chute des cours conduit à la misère. Contre ça, que faire? Serge Papin, le PDG de Système U, qui animait l'atelier des États généraux consacrés au prix, le réclamait devant notre commission. Si on veut sauver l'agriculture française, l'amener vers du plus qualitatif, il faudrait des prix minimums garantis. On a besoin dans ce pays de régulation, et ça fait environ 30 ans que l'agriculture est la variable d'ajustement à la guerre des prix.
C'est l'évidence qui s'impose à tous les esprits. C'est l'idée la plus simple, la plus banale qui revient dans les échanges. Des prix planchers. Des prix planchers tout bêtement. Des prix planchers qui intègrent un revenu digne pour les agriculteurs. Des prix planchers qu'on peut même énoncer ici au doigt mouillé. 40 centimes le litre de lait, 1,50 € le kilo de porc. Et l'interdiction donc pour les industriels, pour les coopératives, pour Lactalis et Bigard, d'acheter sous ces prix planchers. Mais à la place de cette mesure trop simple, trop banale, trop évidente, à la place de quotas, à la place de coefficients multiplicateurs, à la place d'outils de régulation qui ont fait leurs preuves durant des décennies, vous avez bâti une usine à gaz législative à base de contrats, d'accords cadres qui, je cite, dans la détermination du prix, doivent désormais prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs au prix des produits agricoles et alimentaires, charge ensuite à un médiateur de modifier ou supprimer des accords cadres qu'il estime abusifs ou déséquilibrés, et si sa mission de médiation n'aboutit pas dans un délai d'un mois, sera alors saisi un juge pour arbitrage, etc., etc. Mais les indicateurs de prix ne demeurent de toute façon qu'indicatifs, au mieux incitatifs et en aucun cas contraignants. Plutôt que ce labyrinthe, je vous ai interrogé en commission, pourquoi n'avez-vous pas opté tout bêtement, tout simplement, tout banalement pour des prix planchers? Parce qu'il y a la concurrence, vous m'avez répondu. Parce que ce serait porter atteinte à la concurrence. Et ça, on m'a bien expliqué, la Commission européenne n'aime pas du tout qu'on touche à la concurrence. Elle nous sanctionnerait, elle nous punirait. Du coup, vous poursuivez bien le même but, nous ne nous séparons pas sur le but, nous nous séparons sur les moyens qu'on met en place pour la même fin. Mais vous le faites par 1000 détours, avec 1000 tuyaux, qui rend votre projet complètement gazeux, illisible, inopérant. En l'occurrence, pourtant, désobéir à Bruxelles, le jeu en valait la chandelle. Il s'agit d'hommes, nos agriculteurs, seront-ils encore broyés demain? Il s'agit de nos terres, de nos territoires, il s'agit de nos assiettes, il s'agit de notre environnement. Au nom de tout cela, ça faisait de la matière quand même pour entamer un bras de fer, pour affirmer que la concurrence n'est pas l'utopie universelle, que la France place bien d'autres valeurs humaine au-dessus de cette sainte concurrence. C'est toute votre ambiguïté sur ce projet. Vous êtes là avec ce projet de loi à contre-emploi, le cul entre deux chaises. Parce que vous le voyez bien que les marchés mondialisés mènent l'agriculture dans le mur, que les paysans sont étranglés. Et en même temps, ce libéralisme, c'est tellement le vôtre, cette concurrence libre et non faussée, c'est tellement dans les gènes de votre majorité, dans l'ADN de votre président, la libre concurrence appliquée au travail, la libre concurrence appliquée au rail, la libre concurrence appliquée à l'université, la libre concurrence appliquée au logement. Alors, timidement, avec 1000 précautions, avec, dirait mon président, des pudeurs de gazelle, vous tentez de réguler un peu. Et en même temps, vous signez le CETA avec le Canada, le Mercosur avec l'Amérique du Sud et encore un accord avec le Mexique. Vous demandez aux agriculteurs de monter en gamme, d'offrir une alimentation de qualité et en même temps, vous ouvrez la vanne aux bœufs mexicains, canadiens, argentins, brésiliens, élevés aux farines animales, aux activateurs de croissance. Vous ratez une belle occasion, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Une belle occasion d'abord d'assurer un revenu aux agriculteurs, parce que les 35 000 heures de discussion avaient produit des effets. Mis autour de la table, industriels et distributeurs étaient ramollis. Ces états généraux, ça les avait conduits à un autre terrain que leur seul profit. Ils étaient prêts à des concessions. Et à l'arrivée, le néant, un projet famélique. Dominique Voynet animait l'atelier consacré à la santé. À l'arrivée, elle dressait ce bilan. Dans le projet de loi, il n'y a rien. C'est un peu décevant. Pourquoi c'est décevant? Parce que les participants industriels, transformateurs, distributeurs, qui n'étaient pas des poulets de l'année, s'attendaient à ce qu'on leur impose des choses. Ils ont négocié des compromis. Ils ont avancé parce qu'ils pensaient être battus bien plus durement. Et à l'arrivée, il n'y a rien. Alors forcément, ils respirent, ils rigolent. Vous avez raté une autre occasion, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, de transformer l'agriculture. Plein de paysans doutent aujourd'hui. Quel chemin emprunter? Le bio, le raisonné, le durable? Alors que je visitais leur ferme, Isabelle et son frère Pascal et sa fille Marion pétaient tous les trois contre les écolos. Puis elle me montre un coin, Isabelle, plus loin dans les pâtures, et elle me dit « Pour épurer l'eau, vous voyez là-bas, on a planté des roseaux. Ça marche bien, ça filtre. » Ça signifie que, en pratique, ils sont déjà en transition. Ils ont fait quelques pas. Et l'enjeu réside là pour moi. Des Pascal, des Isabelle, des Marion, comment on les fait glisser, pas forcément vers le bio, mais vers une autre agriculture? Comment on rend ce changement socialement viable, économiquement rentable? Et elle prolongeait, Isabelle, en me disant « On pouvait faire partir nos bêtes à l'herbe, mais il faudrait le double de surface. Si le consommateur veut des vaches en pâture, on peut, mais il faut que le prix du lait suive. » C'est le moment. C'est le moment de leur garantir un revenu comme un socle, comme une assurance pour se projeter vers l'avenir.
Voilà le premier étage de la fusée, nécessaire, indispensable. Mais c'est le moment aussi de leur dire, voilà notre ambition. Sortir notre agriculteur du productivisme, de la chimie, de la mécanique, préserver l'eau, l'air et la terre, en finir avec les élevages en batterie, avec les animaux qui ne voient ni la couleur de la terre ni la lumière du jour, mieux traiter les ouvriers de l'agroalimentaire, approvisionner nos régions, notre pays d'abord, ne pas ruiner les paysanneries d'ailleurs, et surtout, offrir à tous une alimentation saine, sans substances cancérigènes, sans perturbateurs endocriniens, pour que nos enfants ne nous accusent pas. Sur tout ça, dans votre projet, on atteint au vide, à l'insignifiance. On s'est tous levés mercredi dernier dans cet hémicycle, sur tous les bancs, pour en appeler au sauvetage des abeilles. C'est une unanimité touchante. On s'était tous levés déjà un autre mercredi pour les oiseaux cette fois. Côté grande déclaration générale, ça va. Mais au pied du mur, dans le concret des projets de loi, qu'il s'agisse de transport avec le nouveau pacte ferroviaire ou aujourd'hui d'agriculture, eh bien ces questions de réchauffement, de pollution, d'abeilles, ces questions disparaissent. Et le ministre qui est supposé les porter, lui aussi disparaît. Où est passé M. Hulot? Il a pris des vacances? Vous ratez l'occasion, Monsieur le ministre, vous ratez l'occasion de laisser votre nom à une belle loi. L'histoire ne retiendra pas la loi Travers. C'est juste une loi Travers. Une de plus, une loi molle, une loi creuse. Et sur ses épaules, après vous, après nous, après nos débats ici, je le crains, je le redoute, le paysan continuera de porter l'aristocratie de la grande distribution, le clergé de l'industrie et par-dessus eux, la main invisible et inflexible des marchés. Je le crains, je le redoute, ce paysan pourra continuer de se plaindre. Il faut espérer que ce jeu-là finira bientôt. Je vous remercie.